J'avais 16 ans quand on m'a mariée. Je ne le connaissais pas, mais je pensais l'aimer parce qu'il était grand et fort. Si tu n'as aucune raison de frapper ta femme, elle t'en trouvera bien une. J'avais 16 ans quand il m'a frappée pour la première fois parce que j'avais oublié d'acheter des oignons. Pour la journée des droits des femmes, les Libanaises sont dans la rue. Elles sont venues raconter une histoire à la fois banale et tragique. Leur histoire. J'avais 23 ans quand le juge m'a dit que je ne reverrais plus jamais mes enfants si je demandais le divorce. Il m'a tuée. J'avais 27 ans quand je suis morte. Comme dans de nombreux pays arabes, elle réclame le vote d'une loi pour protéger les femmes des violences dont elles sont victimes. Dans les 2 derniers mois, il y a eu 4 à 5 femmes qui ont été tuées. Pas plus tard qu'hier, il y a un frère qui a égorgé sa sœur au couteau. Et la violence domestique elle reflète tout un système de violence que nous subissons tous les jours dans notre pays. Et c'est les hommes qui ont la loi, c'est les hommes qui sont au pouvoir. Et ça va de soi que les femmes sont celles qui subissent et ce pouvoir, et leurs lois, et leurs désirs, et leur violence. Le peuple veut. Un slogan né 3 ans auparavant, durant le printemps arabe. À Tunis, les femmes étaient alors en première ligne pour exiger la chute de la dictature. Et l'élection quelques mois plus tard du parti islamiste Ennahda allait de nouveau jeter dans la rue des milliers d'entre elles. Plus de 50 ans après avoir obtenu nos droits, ils veulent aujourd'hui les remettre en cause. On ne se laissera pas faire. Au Caire, durant la révolution égyptienne, les femmes sont là également. Mais lors de toutes les manifestations contre le pouvoir, elles sont la cible d'attaques et d'agressions sexuelles systématiques. Alors que les peuples du monde arabe se soulèvent pour la liberté, les droits et le statut des femmes déchaînent plus que jamais les passions et les combats politiques. Pourtant, il y a 50 ans déjà, la liberté et l'émancipation semblaient promises aux femmes arabes. Alors que leur pays accédait à l'indépendance, certaines d'entre elles, comme les actrices et danseuses égyptiennes, exposaient fièrement un corps libre et sensuel. Et les leaders politiques de l'époque, libérateurs des peuples, déclaraient tous vouloir aussi libérer les femmes. 50 ans plus tard, les femmes arabes doivent pourtant lutter plus que jamais pour conquérir ou défendre leurs droits chèrement acquis. Et leur condition ne s'est pas vraiment améliorée, ou si peu. Que s'est-il passé? Et comment les femmes arabes parviendront-elles à bousculer des sociétés cadenassées par le sexisme et le patriarcat? Ce film raconte leur lutte et leur histoire. La Tunisie est l'un des pays où le féminisme arabe, vieux de plus d'un siècle, est le plus solidement ancré. Chérifa est une pionnière du féminisme tunisien. Au cimetière du Gélèze à Tunis, elle emmène sa fille et sa petite-fille sur la tombe de celui qui a inspiré son engagement, le penseur Tahar Haddad, mort en 1935. Tahar Haddad a revendiqué les droits des femmes. Il a voulu que la femme puisse faire partie de la vie politique, qu'elle puisse étudier. Il a revendiqué ses droits alors qu'elle vivait dans l'injustice. La femme sortait de la maison de son père pour aller à celle de son mari, puis de la maison de son mari pour aller au cimetière. C'est comme ça qu'il disait dans le temps. Tahar Haddad, on doit se souvenir de lui. C'est grâce à lui que les femmes sont libres aujourd'hui. Et il avait parlé de tout cela il y a presque un siècle. Avant, la femme était répudiée sans passer devant un tribunal. Si son mari en avait assez d'elle, il lui suffisait juste d'aller voir le notaire du quartier dans son échoppe. Il lui disait qu'il voulait divorcer, et hop, c'était fait. Elle retournait chez son père,
Et c'est son père qui se retrouvait à l'entretenir avec ses enfants. Tahar Haddad incarne le féminisme tunisien. En 1929, ce militant nationaliste écrit un livre révolutionnaire, Notre femme dans la législation islamique et la société. Le devoir nous appelle d'une manière pressante à agir pour l'amélioration de la condition de la femme que lui avait imposé l'âge des ténèbres. Nous devons la considérer comme un membre actif dans la société, comme la compagne de l'homme et son égale. Selon Tahar Haddad, la libération du pays, alors occupé par le colonisateur français, passe également par celle des femmes. Et cet ancien étudiant en théologie affirme aussi que l'islam ne s'y oppose pas. Tahar Haddad dit que ce n'est pas le divin qui est responsable de la sujétion des femmes, mais c'est les rapports sociaux, c'est la société, c'est ce qui se passe au niveau culturel qui en est responsable. Et donc, en conséquence, il a proposé donc que la polygamie soit abolie, que le voile soit aboli, que la répudiation soit abolie. Soutenu par une élite intellectuelle et réformiste, Tahar Haddad est farouchement attaqué par les conservateurs et les gardiens de la tradition religieuse. Il a été violemment agressé par tous les ulama de la Zitouna, considérant que le livre de Tahar Haddad ne visait pas la libération des femmes, mais il voulait ruiner la aqida, c'est-à-dire la foi des musulmans. Pourquoi? Quand on essaye de comprendre pourquoi il pense que c'est ça, parce que finalement ce statut des femmes faisait une décentralité de la foi musulmane. Toucher à la polygamie, c'est se mettre dans l'espace de la mécréance. Toucher au problème du voile, c'est se mettre dans l'espace de la mécréance. Dès l'origine, la loi religieuse et son interprétation sont donc au centre du combat féministe et moderniste. L'Égyptien Kassim Amin, dans son livre La libération des femmes, paru dès 1899, s'attaque même à l'un des symboles les plus puissants de la tradition, le voile. Imposer le voile à la femme est la plus dure et la plus horrible forme d'esclavage. C'est quand même étonnant. Pourquoi ne demande-t-on pas aux hommes de porter le voile ou de dérober leur visage au regard des femmes s'ils craignent de les séduire? La volonté masculine serait-elle inférieure à celle de la femme? Comme le Tunisien Tahar Haddad, l'Égyptien Kassim Amin ne cherche pas à s'opposer à l'islam, mais à son interprétation traditionnelle. S'il prône la libération de la femme, c'est avant tout pour lutter contre le déclin de son pays et de le projeter vers la modernité. On voit ces revendications apparaître, se développer essentiellement dans quelques pays, c'est-à-dire en Égypte essentiellement, mais également en Syrie-Liban et en Tunisie. Vous avez eu tout ce qu'on a appelé une pensée réformiste, moderniste, qui pensait que pour moderniser le monde arabe, il était nécessaire de moderniser sa société et qu'il fallait en matière de femmes, et qu'il fallait non pas s'inspirer totalement de l'Occident, bien sûr, puisque le rapport aux religieux n'a jamais été le même dans le monde arabe et dans l'Occident moderne, disons dans l'Occident de la modernité, mais qu'il fallait prendre certaines valeurs, certains principes qui n'avaient pas peur, ce mouvement réformiste n'avait pas peur de dire, sur ce point-là, on peut s'inspirer de l'Occident. Parce qu'à partir du moment où ces penseurs réformistes ont pris conscience de la nécessité de réformer l'islam, de moderniser leur société, la question de la femme s'est automatiquement posée à eux. Alors que ces hommes élaborent les premières théories féministes, ce sont pourtant bien des femmes qui vont bousculer définitivement la tradition. L'égyptienne Houda Sharawi peut être considérée comme la première féministe arabe. En 1923, rentrant d'un congrès féministe en Europe, elle brise un tabou. En descendant du train à la gare du Caire, elle retire son voile en public et montre son visage.
Au milieu des réprobations, une foule de femmes se met spontanément à applaudir. Le fait d'enlever son voile, c'était un symbole. Ça voulait dire que la femme pouvait sortir de sa condition et devenir une femme avec des droits et des devoirs. Une femme qui a un véritable rôle dans la société, et même un rôle actif et militant. Houda Sharawi fonde l'Union féministe égyptienne. Elle lutte pour l'indépendance matérielle des femmes, l'égalité politique et sociale avec l'homme, et la coopération entre féministes arabes et européennes. Son geste va immédiatement être imité par de nombreuses Égyptiennes, mais aussi bien au-delà des frontières de son pays. En 1924, la Tunisienne Manoubia Ouertani se dévoile à son tour, suivie en 1929 par Habiba Menchari. Leur combat contre le voile et la polygamie inspire celui de toutes les féministes tunisiennes, comme Chérifa, qui rejoint dans les années 40 l'Union des femmes de Tunisie. Dans les réunions de l'Union des femmes, on défendait les femmes répudiées. On faisait du porte-à-porte. On voulait distribuer des tracts aux femmes pour qu'elles viennent à nos réunions. Souvent, le mari sortait et nous disait de rentrer chez nous, dans nos maisons. On répondait, mais on se bat contre le colonialisme français. Il nous disait quoi? Parce que c'est vous qui allez faire partir les Français? Allez, rentrez chez vous. L'Union des femmes de Tunisie, créée en 1944 et proche du Parti communiste, regroupait des militantes de différentes confessions, des Françaises de Tunisie, mais aussi des Tunisiennes musulmanes ou juives. À l'époque, elles conçoivent la lutte pour le droit des femmes comme le prolongement d'un autre combat, celui que mène tout un peuple colonisé pour la libération de son pays. En 1956, la Tunisie devient indépendante. Habib Bourguiba, le premier président de la République tunisienne, est alors l'artisan de la libération des femmes. Il fait proclamer le code du statut personnel, qui abolit la polygamie et la répudiation, instaure le divorce judiciaire et fixe l'âge minimum du mariage à 17 ans. Il profite de ce moment de consensus national qu'est l'indépendance pour promulguer ses réformes, parvenant même à y associer les autorités religieuses de l'époque. Bourguiba transforme ainsi en loi les idées défendues depuis Tahar Haddad par les féministes tunisiennes. Il est convaincu que son pays ne deviendra un véritable État moderne qu'avec l'émancipation des femmes. Au-dessous des hommes qui étaient victimes du régime colonial, il y avait les femmes qui étaient victimes au second degré d'une situation épouvantable et qui provient de vieilles habitudes, de traditions ayant un caractère sacré, un aspect religieux, qui a fait que les femmes elles-mêmes étaient résignées à leur sort. Symboliquement, Bourguiba ôte en public le voile traditionnel de cette femme. En enlevant aujourd'hui leur voile, ce qu'il appelle ce misérable chiffon, le chef de l'État rappelle que la femme tunisienne est, en droit du moins, égale de l'homme. Même s'il n'instaure pas l'égalité totale, ce féminisme d'État, teinté de paternalisme, va profondément transformer la vie des femmes tunisiennes. L'école publique devient gratuite pour tous, et la mixité est la règle. Les femmes font leur entrée sur le marché du travail. Autre exception tunisienne, un planning familial est mis en place et une politique de limitation des naissances. Le planning a ses équipes mobiles qui vont de village en village pour les examens nécessaires, les interventions lorsqu'elles sont jugées justifiées. Au début, il y avait la pilule. Comme elle coûte fort cher, on a opté pour le stérilet en plastique que la population tout entière et avec enthousiasme a instantanément baptisé le Scooby-Doo. L'avortement est légalisé en 1973 pour toutes les Tunisiennes, sans condition. En Tunisie apparaît donc un véritable féminisme d'État,
qui va rester une exception au sein du monde arabe. Dans la plupart des autres pays, les indépendances vont au contraire marginaliser le combat des féministes. Phare politique et culturel du monde arabe, l'Égypte est dirigée par le colonel Gamal Abdel Nasser depuis 1956. Ce pays offrait alors au monde une nouvelle image de la féminité, parfois spectaculaire, comme celle de la célèbre actrice et danseuse Samia Gamel, star des fameuses comédies musicales égyptiennes exportées à travers l'ensemble des pays arabes. Le centre névralgique du cinéma se trouvait en Égypte. C'était le Hollywood sur le Nil. Dénudées, séductrices ou femmes fatales, les actrices de cinéma transforment l'image de la femme arabe. Des héroïnes modernes qui remettent aussi au goût du jour un art ancestral, celui de la danse. Les danseuses, pour moi, représentaient la liberté. C'est au-delà d'un pays. C'était vraiment le symbole du pouvoir de la femme. Et c'est une femme qui a littéralement incarné, grâce à sa voix, l'Égypte nassérienne, la chanteuse Kalsoum. Plus célèbre encore que Nasser, dont elle était proche, Kalsoum chante la passion amoureuse et réussit par son art à créer un lien puissant entre tous les habitants des pays arabes. La libération des Égyptiennes n'est pas qu'un fantasme de cinéma ou de music-hall. Sous le régime de Nasser, elles obtiennent le droit de vote. Les jeunes citadines accèdent à l'éducation et à l'espace public. Les femmes font aussi leur entrée sur le marché du travail. Elles abandonnent le voile. Et les mentalités, notamment les rapports hommes-femmes, semblent avoir évolué. Mais les conservateurs restent très puissants dans le pays et pèsent de tout leur poids pour limiter certaines réformes, notamment celle du mariage. Et je crois aussi que maintenant les femmes ont le droit de divorcer aussi. Oui, il y a eu une nouvelle loi depuis un mois disant que si l'homme se marie avec une seconde femme, sa femme a le droit de demander le divorce. Et elle l'obtiendra. Parce que la polygamie existe toujours. Oui, parce que ça c'est la religion. La libération des femmes est notamment attaquée par la confrérie des frères musulmans, un puissant mouvement islamiste créé en Égypte en 1928. Un de ses représentants, Sayed Qutb, dénonce « Cette liberté bestiale qu'on nomme la mixité, ce marché d'esclaves nommé émancipation de la femme. » Les frères musulmans sont les principaux opposants au régime de Nasser, qui lui se réclame du socialisme révolutionnaire. Il s'oppose notamment sur le statut des femmes, comme raconté lors de ce discours en 1966. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. المرأة ما تشتغلش. أنا في رأيي إن المرأة حينما تعمل نحن نحميها. طلب حاجات بقى بعد كده بنقفل السينما وبنقفل المسارح بنخليها ضلمة خالص يعني. Malgré ce discours offensif, Nasser va devoir composer avec la réalité de son pays, majoritairement rural et conservateur.
et les réformes qu'il entreprend pour les femmes égyptiennes resteront bien inférieures à celles portées par le Tunisien Bourguiba. En 1965, les deux présidents se rencontrent. Un de leurs accompagnateurs rapporte alors l'anecdote suivante. Nasser lui aurait dit « C'est très bien ce que vous avez fait en Tunisie pour les femmes, c'est bravo. Bravo. » Et Bourguiba, qui était un homme très pragmatique, dit « Vous n'avez qu'à faire la même chose. Qui vous empêche? Vous êtes tout puissant dans ce pays, vous êtes bien aimé, vous êtes le zaïm, etc. » Et Nasser lui aurait répondu « Je ne peux pas. » Voilà. Donc, est-ce qu'il ne pouvait pas? Est-ce que c'était un manque d'audace? Est-ce qu'il ne pensait ne pas avoir? Mais en tout cas, effectivement, le régime socialiste nassérien égyptien, eh bien, n'a pas fondamentalement changé la condition féminine en Égypte. Le régime autoritaire de Nasser poursuit aussi un rêve de grandeur, celui de l'unité des Arabes. D'autres pays comme la Syrie et l'Irak partagent cette idéologie, le panarabisme. Comme l'Égypte nassérienne, ces régimes dictatoriaux vont eux aussi affirmer leur volonté d'émanciper les femmes, sans durablement pour autant transformer leur statut. L'Irak, la Syrie et même l'Égypte, ce sont des pays qui sont très imprégnés par l'idéologie panarabe. Et cette idéologie reste quand même, est restée quand même très liée à l'islamité. Même si ce sont des pays qui se disent laïques, qui ont été par moments laïques, la société reste quand même très islamisée. Et la laïcité de l'État n'a pas tellement imprégné les profondeurs de la société. En plus du poids du conservatisme et de la religion, la condition des femmes arabes va aussi se heurter à un paradoxe. Celui du colonialisme occidental qui, tout en asservissant les peuples, a prétendu vouloir libérer les femmes. En Algérie, alors que la guerre de libération fait rage, les femmes deviennent l'enjeu d'une lutte de propagande qui oppose le mouvement nationaliste et le colonisateur français. En se dévoilant pour la première fois en public lors des manifestations du 13 mai 58, ces femmes ont étonné l'islam et provoqué en fait la libération de 4 millions de Françaises musulmanes. Jusqu'à cette date, la femme algérienne n'était qu'une prisonnière, dont aucun étranger ne devait voir le visage dès qu'elle avait atteint l'âge de 12 ans et à qui il était interdit de choisir son mari. Les colonisateurs se sont toujours attachés à trouver des justifications morales, presque, je dirais, à leur entreprise coloniale. Et donc, un des moyens de montrer l'arriération arabe était, regardez comment ils traitent leurs femmes. Ils sont polygames, ils les enferment, ils les maltraitent, etc. Face à cette propagande, les nationalistes algériens valorisent l'image de la femme traditionnelle, devenue symbole de l'identité algérienne. On a chargé les femmes de porter le signe identitaire de leur société. Et à l'époque, le signe identitaire de la société, c'était le voile, c'était disons, la position sociale ou sociétale traditionnelle des femmes. Il fallait surtout pas y toucher, parce que c'était faire le jeu du colonisateur. À côté de la femme traditionnelle, les nationalistes mettent aussi en avant ces femmes combattantes, offrant leur vie pour la liberté du pays, au même titre que les hommes, dans une imagerie typique du socialisme révolutionnaire. Mais cette égalité n'est qu'apparente. On a pris quelques modèles de combattantes torturées, violées, etc. par les Français pendant l'occupation. Et on en a fait des espèces d'icônes. Et on a dit, voilà, vous voyez, tous les honneurs qu'on est disposé à donner à la femme, bon, maintenant, vous vous calmez un peu. Durant la période des luttes de libération nationale, les revendications proprement féministes ont été plus ou moins mises entre parenthèses, et les femmes se disant aussi, mais quand on aura l'indépendance, on sera libre. L'indépendance va forcément nous apporter la liberté. Elles y ont cru. Mais les espoirs des Algériennes vont être cruellement déçus. À peine retombée l'euphorie de l'indépendance, c'est la colère qui les fait descendre dans la rue. 3 ans après la création de la République algérienne, elles sont alors 10 000 dans les rues d'Alger pour réclamer leur émancipation. Nos leaders, pères de la nation, sauveurs du pays,
sont portés en triomphe par les foules au moment des indépendances, ils ont très bien compris que la meilleure manière d'exercer un contrôle social, c'est d'abord de prendre en main cette religion, et ils l'ont prise en main, en nommant les imams, etc., etc. Et deuxièmement, ils ont très bien compris qu'en laissant aux hommes le pouvoir sur les femmes, eh bien, ils ne leur demanderaient rien d'autre. En 1968, l'ancienne militante FLN Fadel Amrabet dénonce dans un livre cette dérive du parti au pouvoir qui va bientôt faire adopter un code de la famille totalement rétrograde pour les femmes. Pourquoi vous avez écrit ces livres? Eh bien, pour dire la situation scandaleuse qui est faite à la femme dans un pays qui se dit socialiste. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais majeure, qu'elle est toujours mineure. Elle est d'abord sous la domination du père ou bien du frère, et puis ensuite, le père ou le frère la confie ou bien la lègue à son mari. Il y a quand même eu pas mal de militantes FLN, qui ont fait les maquis. Oui, bien sûr, mais au fond, dans les maquis, les femmes algériennes ont été de simples exécutantes. Elles ont été utilisées, et puis, une fois la guerre terminée, on leur a dit, c'est très bien, vous avez fait votre devoir, maintenant, la petite récréation est terminée, vous allez reprendre votre place traditionnelle. À l'issue des indépendances, et malgré les promesses des leaders politiques de l'époque, la situation des femmes arabes a donc finalement peu évolué. Et à partir de 1967, plusieurs événements géopolitiques vont faire basculer le monde arabe et porter un coup d'arrêt à ces timides avancées. 5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. En 3 heures, l'aviation arabe sera anéantie. La guerre de 1967 signe la défaite brutale face à Israël des armées arabes, notamment de l'Égypte de Nasser. Cette déroute répand une onde de choc à l'intérieur des opinions publiques arabes, renversant le rapport de force politique au profit des religieux et des conservateurs. 67, ce n'est pas la défaite des Arabes, mais de la modernité. C'était la défaite des forces modernisantes et la légitimité de l'arrivée au pouvoir des forces conservatrices. Ni Nasser, ni les modernisateurs n'étaient démocratiques. C'était comment dirais-je, des modernités autoritaires. Mais ces modernités autoritaires n'étaient pas attaquables sur leur aspect autoritaire, si vous ne vouliez pas aller en tôle. Donc les forces conservatrices, à partir de 1967, les ont attaquées sur le mode de vie et du coup sur le statut que les femmes ont pu accomplir et que les films égyptiens, notamment des années 50 et 60, avec les femmes et les hommes qui s'embrassent. L'histoire, c'est de renverser quelque chose de profond qui a cru prendre sa revanche dans la défaite de 67, où les régimes les plus modernisateurs, notamment en Égypte et en Syrie, ont été défaits brutalement par un État qui a été créé sur la base religieuse, à savoir Israël. C'était ça leur légitimation. Donc toutes les forces conservatrices ont considéré que c'était la main de Dieu, qui punissait les Arabes pour avoir trahi leur propre foi. Les chocs pétroliers des années 1970 vont révéler au grand jour un autre bouleversement majeur de l'équilibre du Proche-Orient. Avec la manne pétrolière, le pouvoir économique et géopolitique se déplace de l'Égypte vers la péninsule arabique. Restée jusqu'alors totalement à l'écart de la modernité, l'Arabie saoudite se développe à un rythme effréné. Dans un pays traditionnaliste, abritant les lieux saints de l'islam, ce boom économique ne construit qu'une modernité de façade. Face au risque d'occidentalisation de son mode de vie, la société saoudienne se crispe sur ses valeurs, durcissant encore la condition des femmes. En fait, le pétrole a été un des ennemis des femmes. La rente pétrolière a participé à, comment dirais-je,
créer une société hyper-monétaire, ultra-moderne dans son hyper-monétarité, mais en même temps beaucoup plus conservatrice en ce qui concerne les femmes. Leur statut a régressé, alors que le reste de l'économie de la société sont modernisés. Les Saoudiennes restent aujourd'hui les seules femmes dans le monde arabe à ne pas avoir le droit de conduire. Depuis plusieurs années, des femmes militantes se battent pour ce droit, n'hésitant pas à prendre le volant malgré les sanctions encourues. Dans ce royaume théocratique, aucune loi ne peut être proclamée sans l'accord des autorités religieuses. Dans la religion, rien n'empêche les femmes de conduire, mais rien ne leur donne ce droit. L'autorité religieuse a pesé les pour et les contre, et en a conclu qu'il y a plus de contre que de pour. Qu'est-ce que pour un pays comme l'Arabie Saoudite, qu'une femme ne puisse pas prendre la voiture? Ça veut dire sans doute la nécessité d'importer un demi-million de chauffeurs pakistanais. Je veux dire que l'homme aussi paye la non-émancipation de la femme. C'est cet aspect-là qu'on n'a pas mis en lumière. C'est que quand on émancipe les femmes, ce n'est pas pour leur faire plaisir, ou pas uniquement pour leur faire plaisir, mais c'est également pour donner un coup de main à l'ensemble de la société. Rapidement, les pays du Golfe vont utiliser leur puissance financière pour tenter d'exporter leur modèle social dans d'autres pays arabes. Poussés par les difficultés sociales et la pauvreté, et du fait de la présence du pétrole dans les pays du Golfe, des millions d'Égyptiens, non instruits pour la plupart, ont émigré dans les pays du Golfe, particulièrement en Arabie Saoudite. Là-bas, ils ont été influencés dans ces pays devenus riches et puissants. Les Saoudiens considèrent que l'islam est né chez eux et que tout ce qu'ils disent est ce qui est juste. Les Égyptiens ont commencé à les imiter. Ils sont revenus chez nous en portant le niqab et le voile complètement fermé. Même leur accent a changé. À partir des années 90, les pays du Golfe vont diffuser leur idéologie rigoriste sur un média de masse, la télévision. Des chaînes satellitaires diffusent partout dans le monde arabe la parole de prédicateurs religieux extrémistes, comme celle de l'Égyptien Saad Arafat sur cette chaîne salafiste. ولا تضرب الوجه ولا تقبح شوف كرمها إن ضربها لا يضربها على وجهها حتى وهو يضربها لا يسبها ولا يشتمها عجيب إذن هو يضرب للتأديب تحتاج إلى تأديب لم يجز العقوبة بالضرب كما قال أهل العلم إلا في حالة واحدة عند امتناعها عن فراشه. عند امتناعها عن فراشه. نعم، لأنه أين يذهب الرجل؟ هو يريدها وهي تمتنع عنه. يعني ما ينفعش واحد يضرب مراته عشان أكل، عشان شرب، عشان لا. أيوة. لا يكون إلا لأجل هذه المسألة التي لا يستغني عنه. المرأة أولا للأسف لدينا شريحة. Malheureusement, nous avons beaucoup de femmes analphabètes. Des femmes qui ne savent ni lire, ni écrire. Les chaînes de télévision qui ont ouvert en Égypte ont exploité cet analphabétisme, cette ignorance des femmes. Leurs émissions ont ainsi réussi à influencer les foyers égyptiens. Parce que les femmes influencent leurs maris et leurs enfants. Cibler les femmes pour imposer le retour du voile et de la morale religieuse. Pour y parvenir, les tenants d'un islam radical ont même réussi à enrôler dans leur combat des ambassadrices de poids, comme la comédienne Hanan Turk. Star du cinéma égyptien, Hanan Turk a brusquement stoppé sa carrière en 2006 pour se voiler. رحت الشيخ ربنا يكرمه ويعزه قلت له قول لي الحجاب جنة ونار ولا درجات جنة؟ لو جنة ونار مش هلعب. لا أنا عايزة أدخل الجنة مش ممكن أبدا. أنا ما بقدرش على لسعة ولاعة ولا كبريت ولا شمعة ولا حرارة الشمس ولا ما أقدرش.
كما الله سبحانه وتعالى من علي في الدنيا بمشاهير أهل الأرض أتمنى من الله أن أكون من مشاهير أهل السماء. هو ده هدفي، أن ألقب عند الله. Peu à peu, les islamistes vont réussir à imposer le retour du voile dans toute la société égyptienne, y compris chez les femmes qui ne soutiennent pas leur idéologie. Le retour du voile est allé de pair avec la réislamisation des sociétés. Au début de cette réislamisation, le hijab était un voile militant, incontestablement. C'est-à-dire c'était les militantes de l'islam politique qui portaient le hijab. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de la réislamisation des sociétés, effectivement, c'est devenu ce voile identitaire, on peut dire. Ce voile identitaire, c'est-à-dire, voilà, on marquait l'appartenance à la religion par le port du voile. Mais moi, j'estime que c'est une victoire absolument remarquable de l'islam politique d'avoir pu transformer le hijab de voile militant en voile généralisé. Mais dans cette société paradoxale, la morale religieuse devenue omniprésente n'empêche pas certaines femmes de chercher des espaces de liberté à l'intérieur même du cadre religieux. À côté des émissions des prédicateurs extrémistes, une chaîne satellitaire diffuse cette émission à succès, présentée par la sexologue égyptienne Heba Qotb, qui ose aborder des sujets tabous. الجنس ما تخافوش تعالوا تعالوا كلكم ايوه هنتكلم في الجنس. Évidemment, nous devons prendre en compte notre culture et notre religion. C'est pourquoi je traite des problèmes sexuels uniquement dans le cadre du mariage. Les prédicateurs sont des êtres humains qui peuvent avoir raison ou avoir tort, mais la religion, elle, ne se trompe pas. Le travail de la femme n'est pas interdit. Qu'elle parle de sexe d'une façon respectueuse, médicale et scientifique n'est pas interdit. Bien au contraire, cela fait du bien aux gens. Qu'elle gagne de l'argent et qu'elle garde son salaire pour elle, ce n'est pas interdit. Acheter des choses à son nom n'est pas interdit. Bien s'habiller, être élégante, avoir une belle voiture n'est pas interdit. Alors pourquoi le féminisme? À quoi il me servirait? Il m'apporterait la liberté? Ma religion me la donne. L'islam contiendrait des valeurs émancipatrices pour les femmes. Un courant appelé féminisme musulman l'affirme. Ce courant est né à l'extérieur du monde arabe, mais dans un pays musulman, la Malaisie. Parmi ses représentantes arabes, l'une des plus actives est la marocaine Asma Lemrabet, qui revendique le droit pour les femmes à interpréter le texte religieux. Que vous partiez en Indonésie, en Malaisie ou en Pakistan, vous êtes au fin fond de l'Égypte ou au fin fond de l'Algérie ou au Maroc, vous avez le même discours islamique concernant la femme. La relecture donc des textes sacrés à partir d'une vision féministe et féminine, c'est quelque chose de très important parce qu'au moins elle va revaloriser justement la perception féminine. Deuxièmement, elle va ouvrir un champ qui a jusque-là été complètement fermé aux femmes, celui de l'interprétation du texte. Comment peut-on accepter des lectures qui ont 1500 années où il n'y a pas l'empreinte des femmes? Quand on voit la réalité de nos sociétés, quand on voit toutes ces femmes qui sont dans l'espace public, qui sont partout, qui sont même en train de gérer des familles. Au Maroc, on a 36% ou plus de 30% de foyers qui sont gérés par les femmes seules. Et on parle encore de pouvoir de l'homme et tout ça. Je dis que le discours finalement islamique est d'un côté et la réalité est de l'autre. Et nos savants sont complètement enfermés dans leur citadelle. C'est-à-dire avec leur discours, ils sont complètement déphasés par rapport à notre réalité. Le Maroc est indépendant depuis 1956. Le roi Mohamed V est commandeur des croyants. Il appartient à une dynastie qui revendique une filiation avec le prophète. Le souverain est également un chef religieux. Le pays est traditionnaliste et le code du statut personnel promulgué en 1959
reste très conservateur. Près de 50 ans plus tard, c'est le petit-fils de Mohamed V qui va modifier le code de la famille en promulguant la nouvelle Mudawana. Mohamed VI annonce que les nouvelles lois limitent la polygamie, suppriment la répudiation et facilitent le divorce pour la femme. Pour moi, il ne suffit pas de changer les textes. Il ne suffit pas de changer parce que on s'est contenté du fait de changer le code du statut de la femme et on se dit qu'une fois on a le code de la famille, les problèmes de la femme sont réglés. Mais il faut aller dans les tribunaux pour voir toutes les injustices dont continuent à souffrir les femmes. Parce que justement, on a un système judiciaire qui est corrompu. Par exemple, dans le nouveau code de la famille, la polygamie est limitée. Mais avec un système judiciaire corrompu, les hommes trouvent toujours des contournements à faire pour être polygames. On ne peut jamais aller vers plus d'émancipation de la femme et vers plus d'égalité sans installer un système démocratique. Et je pense qu'on est encore loin du modèle du système démocratique au Maroc. Tant qu'il y a beaucoup d'injustices, beaucoup d'inégalités, c'est toujours les femmes qui en souffrent le plus. Changer la loi est une étape importante, mais le plus difficile à faire évoluer restent les mentalités et les comportements. À Rabat, des artistes marocaines ont monté une pièce de théâtre basée sur des dizaines de témoignages de femmes. Ces paroles qui oscillent entre l'humour et la tragédie abordent des thèmes comme la violence sexuelle, la nuit de noces, la virginité, le sexe féminin. صح راه كيسحب لهم غير ثقبه وصافي. انا راه ديما كنبغي نسدو هو سبب المشاكل والصداع وشي نهار غادي نسدو. داكشي علاش انا ديما لابسه سليبي وما عمرني ما كنحيد سليبي حتى في الحمام ما كنحيدش سليبي نهار الدخله كاع والو ما حيدش سليبي وهي في حقها جاتني صعيبه نحيد سليبي. انا راني دابزت لك مع راجل على وديت سليبي النهار ديال الدخله بغا يحيدوا لي صح ما خليتوش بدا كله كيتراعد وكيقول لي والهبيله وانا زعما راني راجلك وراه غنكون بغيت ولادك بارك الله اش هاد لبسه لا راني راجلك ودابع عليك الصداق وراه دي سنه الحياه ولا حياه في الدين وراه هذا هو الزواج هذا هو الزواج هذا هو الزواج وي راني عارفه بلي هذا هو الزواج ويني الغرب الله ما قدرتش نحيد سليبي. Je pense qu'il est temps d'aborder ces sujets aujourd'hui. Le corps, la femme, la relation de la femme avec son corps, ce sont des sujets très tabous, encore aujourd'hui. Je pense que nous, les femmes, notre corps ne nous appartient pas. À travers notre éducation, on nous dicte par exemple la façon dont on doit s'habiller, comment on doit vivre notre sexualité. Même la religion s'en mêle. On nous dit ce qui est licite et on nous dit ce qui est illicite. الفرج ديالي هو منبع الحياة ديالي هو اللؤلؤة ديال الروح ديالي هو الأنوثة ديالي كلشي كيقول عليه يخ تفو حشومة بالحق هو أحسن حاجة تعطات ليا باش سميت مرأة حتى هو كيحس بحال ودنية بحال عينية بحال رجلية حتى هو يمكن له يكون كيبكي بعض المرات يقدر يكون فرحان بعض المرات هو القلب الثاني ديال المرأة هذا ديالي لاصق فيا كيمشي معايا للبيت الصغير للبيت الكبير للمسرح للحمام للسوق كيمشي معايا حتى الجامع. Nous avons reçu des menaces, des insultes. Certains ont demandé à ce qu'on me retire ma nationalité marocaine. D'autres qu'on aille se faire soigner en psychiatrie. D'autres encore que les jeunes et merveilleuses actrices que vous avez vues sur les planches soient condamnées à mort.
Mais dans une société telle que la nôtre, conservatrice et schizophrène, ces réactions sont inévitables. Tout cela ne fait que nous encourager à continuer notre travail. En 2013, une jeune activiste tunisienne de 18 ans, Amina, a publié cette photo d'elle sur Facebook. Un geste provocateur qui a divisé le pays. نحن نرفع من قيمة المرأة وهي تهبط فيها الأسفل السافلين. شكون اللي يعري روحه؟ هو الحيوان يغطي في روحه، خليها هي. الخطوس كيما يجي يقوم بواجبه يغطي روحه، خليها هي. Ce que Amina a suscité révèle une chose qui m'apparaît fondamentale. Les féministes du monde arabe, elles se battent sur les droits, sur le juridique, sur le socio-économique, mais parler du corps est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il y a des sujets tabous qui sont le corps et le sexe. Et tant qu'on n'abordera pas cette question du corps et du sexe, on n'abordera pas le cœur de la question des femmes. Or, qu'est-ce qu'elle a fait, Amina? Elle a d'une certaine façon pulvérisé le tabou. Et elle a mis une phrase qui me semble extrêmement intéressante sur ses seins. Mon corps n'est l'honneur de personne. Or, le drame des sociétés habitées par la coutume, parce que ça va bien au-delà de la religion. Parfois, on charge l'islam de péchés qu'il n'a pas commis, d'une certaine façon. Mais le fait qu'effectivement, le corps des femmes est dépositaire de l'honneur des hommes est la tragédie des femmes de cette partie du monde. Alors que certaines féministes tunisiennes ont pris leur distance avec le geste d'Amina, d'autres y ont vu un tournant pour la cause qu'elles défendent. أمينة جاية من جيل جديد متاع النسويات اللي ممكن نضيف حاجة للسياسة معناتها للساحة السياسية وممكن تقدم بينا في قضية المرأة في تونس. هذه حاجة باهية على الآخر وأنا نشجع ونقول للنسويات القدم راهو ما تسكروش الباب، خليوا الباب محلول ما بين الأجيال الزوز باش يحكيوا مع بعضهم ورانا شوية معناتها ما نزيوش نتقسموا أكثر. Une nouvelle génération qui n'hésite pas à braver l'interdit et à le faire savoir grâce aux réseaux sociaux et Internet. Sur YouTube, cette vidéo de Massive Sker Era, un groupe égyptien de métal. Une musique condamnée par les extrémistes religieux et considérée comme satanique. Longtemps, le groupe n'a été composé que de filles. Au départ, elles voulaient juste jouer de la musique et ne s'intéressaient pas au féminisme. Mais être une femme dans l'espace public s'est transformé malgré elle en un acte politique. Quand j'ai voulu créer un groupe, pour ma famille, il n'était pas question que je sois avec des garçons. Alors pour pouvoir jouer, j'ai monté un groupe de filles. Je ne me considère pas spécialement féministe. Mais si, tu es très féministe. Pourquoi tu dis ça? Elle est féministe dans ses attitudes, dans sa façon d'appréhender les problèmes. Il y a des obstacles, ils sont là. Je dois les affronter. Si je n'y fais pas face, je n'avancerai pas. Et finalement, je ne ferai rien. Je n'irai nulle part. Près de la place Tahrir, au Caire, les murs racontent la révolution égyptienne, et notamment les agressions subies par les femmes
venus manifester pour la liberté. La chute des dictatures lors des printemps arabes a libéré la parole des femmes, mais aussi la violence qui s'exerce contre elles. La question des femmes, c'est vraiment la question qui nous permet de bien comprendre ce qu'est la liberté. Dans la notion de liberté, il y a liberté et égalité. Et si on n'a pas les deux en même temps, eh ben on n'a rien. Le féminisme, c'est une pensée politique. On ne peut pas penser le féminisme sans la liberté politique, la liberté d'opinion. Comment voulez-vous qu'il y ait une véritable démocratie sans que chaque citoyen et chaque citoyenne aient les mêmes droits? C'est impossible, c'est impossible. Donc effectivement, la démocratie pose la question de l'égalité. Et après les révolutions arabes, cette égalité n'a pas vraiment progressé. Seule lueur d'espoir dans le combat féministe, en Tunisie, l'Assemblée constituante a confirmé en janvier 2014 les droits acquis par les femmes en 1956, malgré la pression des islamistes qui voulaient les réduire. Grâce notamment à la mobilisation de la société civile et à l'existence d'un combat féministe qui a perduré malgré la dictature de Ben Ali. Dans les autres pays arabes, les femmes continuent aussi à lutter pour leurs droits. Sur Internet, ce visage dont les contours dessinent la carte du monde arabe a fait son apparition en 2011, juste après les révolutions. Les jeunes féministes arabes sont parvenues à s'unir au-delà des frontières de leur pays grâce à la toile. Depuis Beyrouth au Liban, Yalda et Diala animent le mouvement « Soulèvement de la femme dans le monde arabe ». Cette solidarité féminine est essentielle pour que des changements surviennent dans le monde arabe. Pourquoi est-ce important de travailler ensemble? D'abord parce qu'on apprend les uns des autres. Il y a des pays qui sont en avance sur nous. En Tunisie, par exemple, les femmes ont déjà réalisé beaucoup de choses. À l'origine de ce mouvement, c'est deux jeunes Libanaises, mais aussi une Palestinienne et une Égyptienne. Et sur le site, des milliers de visages, des femmes et des hommes, de simples citoyens de tous les pays arabes, qui affirment leur engagement pour les droits des femmes. Le succès incroyable de cette campagne de photos nous a surpris. En revanche, on n'a pas été étonné de la participation de nombreux hommes, parce qu'on sait, à travers notre vie quotidienne, que le machisme peut aussi être violent envers les hommes. Je pense qu'on est arrivé à un moment qui précède une véritable révolution féministe. Je suis avec le soulèvement de la femme dans le monde arabe. Parce que désormais, mes droits doivent être entendus. Je suis avec le soulèvement de la femme dans le monde arabe. Parce que la libération de la femme libérera la société. Je suis avec le soulèvement de la femme dans le monde arabe. Parce que je veux être une femme forte et libre. Je suis avec le soulèvement de la femme dans le monde arabe.